Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu protège tout un chacun. Voilà, je me nomme Dadier Tounan Junior. Je suis citoyen ivoirien. Je suis présentement ici au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ça fait maintenant 2 ans de cela que je tourne. Je suis en cavale. C'est-à-dire j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis le 21 mai 2023. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis le 21 mai 2023 pour le Mali à cause des craintes pour ma vie. Parce que à la base, j'étais en Russie et j'ai marié une femme russe. En 2019, je suis rentré au pays par rapport à quelques soucis. Et j'ai décidé de me remettre dans mon activité que j'exerçais avant de voyager, c'est-à-dire que le transport en commun, les taxis commandés, mais c'est les Yongo, voilà, un truc comme ça. Je travaillais dans une société qui s'appelle Entreprise de transport Cissé et Frères, ETCP. Ça se situe à Bobo à la plaque. Donc, je suis venu ici faire cette vidéo parce que il faut que je parle, voilà. Et j'ai été inspiré du moins, excusez-moi. Et je suis venu même dans un cimetière, que l'âme de ceux qui sont ici repose en paix. Je viens en ce lieu pour faire cette vidéo juste pour parler aux autorités de la Côte d'Ivoire. Parce que particulièrement, moi, je suis une victime. Nous sommes pleins dans ce monde. Nous sommes dispersés. Moi, je me retrouve au Burkina. Hier, j'étais au Mali. Et je ne sais pas pourquoi cette persécution, en fait. Voilà pourquoi je viens ici au cimetière pour parler. Voilà. Je parle ici. Il n'y a personne ici autour de moi. Je suis seul dans ce cimetière. Seulement à l'entrée, là-bas, il y a des gens. Donc, je viens ici pour m'adresser au régime dictatorial de Côte d'Ivoire, qui pense que tout est éternel. Je vous dis, détrompez-vous. Détrompez-vous. Que l'âme de ceux qui sont ici repose en paix. Mais hier, ils étaient comme nous. Demain, nous serons enterrés comme eux. Donc c'est à cause de cela que je veux vous interpeller un peu. Que vous puissiez savoir que tout est vanité sur cette terre. Oui. Parce que vous avez résolu en découdre avec tous ceux qui n'ont pas la même idée, la même idéologie que vous. C'est-à-dire, vous épargnez le dialogue. Vous, tous ceux qui sont contre vous, pas contre vous même, tous ceux qui n'ont pas d'idée qui collent à la vôtre, ça dit que c'est le meurtre. Il y a beaucoup qui sont sous terre aujourd'hui. Il y a beaucoup. Excusez-moi, c'est ma première fois de faire ce genre de vidéo. Donc voilà, je le fais parce que il faut que je parle aux autorités de la Côte d'Ivoire qui pensent que, ça dit, ils sont tout puissants aujourd'hui. C'est pas mauvais si vous êtes tout puissant, mais c'est pas pour autant que vous allez vous en prendre à tout le monde. On est dans un pays de droit et tout le monde n'est pas censé partager votre idéologie, être d'accord avec ce que vous prenez comme, je sais pas, comme idéaux. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet. Du fait que je sois rentré en Côte d'Ivoire et du fait que mon épouse m'ait suivi, nous y avons vécu 1 année et 2 mois. Tout était bien. À la base, moi-même, je suis activiste, beaucoup. J'intervenais beaucoup sur la chaîne France 24 parce que je me suis beaucoup documenté sur la politique internationale. Je suis beaucoup aussi M. Franklin Nyamsi, les pères spirituels de la liberté. Donc, cela a fait de moi... Bon, en fait, je me suis formé, je suis un autodidacte.
Voilà. Donc je me suis formé à travers les réseaux sociaux, à travers des documentaires. Il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs que voilà, on peut essayer de faire, on peut se former en fait, c'est ce que je veux dire. Donc parlant de moi et mon épouse, nous étions là en Côte d'Ivoire. Moi je travaillais dans le Yango, comme je l'ai dit, à ETCP. Et là, je gagnais bien ma vie. Je gagnais environ 400 000 par mois. Et je louais un studio de 100 000. Je louais un studio de 100 000. Avec la clim, tout ça. À cause de ma femme, je l'ai fait parce que généralement, là-bas, on vit dans un pays glacial. Donc, quand en Afrique, s'il n'y a pas de climatisation, ça va agir sur elle. Donc, voilà pourquoi j'ai opté pour un appartement où il y avait la clim et le chauffe-eau, tout ça. Et je payais normalement mon loyer sans problème. Mais jusqu'à ce que mon épouse elle ait un souci parce qu'elle a 2 enfants, émanement de son premier mariage, et jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer. Donc elle est rentrée au pays à cause de ce que son fils avait des petits soucis. Donc là, moi, je suis aussi resté, continuer mon travail, juste le temps qu'elle revienne. J'étais beaucoup actif sur les réseaux sociaux, je commentais beaucoup de vidéos, les directs, notamment de France 24, parce que c'est une chaîne qui dit pas la vérité souvent. C'est une chaîne qui dit pas la vérité souvent. Donc, moi, avec ce que je sais, j'essayais toujours dans les commentaires de contrer le tir. Et j'ignorais que en faisant cela, j'encourais des risques. J'encourais des risques, j'ignorais. Mais plusieurs fois, j'ai reçu des appels. On m'appelle, on me dit, toi, tu penses que c'est toi qui vas envoyer la Russie en Afrique? Parce que à la base, je suis pro-russe. Et c'est mon choix. Il y a d'autres qui sont pro-français, il y a d'autres qui sont pro-américains. Moi, je suis pro-russe. J'ai fait la Russie. J'aime la Russie. J'aime leur culture, j'aime leur manière de voir la vie. Voilà. Et ça n'engage que moi. C'est mon choix quand même. Je suis un grand garçon. Donc, je n'ai pas bêtement peut-être me mettre à suivre peut-être la France, par exemple. J'ai des parents en France qui sont même français. Donc, ça n'engage que moi. Si je fais les commentaires, si j'aime Vladimir Poutine, si je fais des posts sur Telegram, souvent même je traduisais des vidéos. Quand la guerre en Ukraine avait commencé, je traduisais des vidéos, les vidéos qui étaient déformées par des médias mensonges. Je faisais les traductions parce que je parle un peu le russe. Et puis je postais, je mets la vidéo et je mets la voix en bas, je parlais. Mais j'ai été peut-être repéré, je suis sûr. Et ils ont attendu quand ma femme est rentrée. Elle est rentrée en décembre 2022 parce que la guerre d'Ukraine avait commencé. La guerre d'Ukraine a commencé en février, ouais, en février 2022, ouais, si j'ai bonne mémoire. Et ma femme est rentrée en décembre. Donc voilà ce qui m'a valu des persécutions. Quand souvent je suis au téléphone, j'entends moi-même ma voix. J'étais comme espionné, quoi. J'étais comme, genre, on m'écoutait. Mais moi, je ne me reprochais rien puisque j'étais dans aucun réseau. Je ne faisais rien de grave. Je ne faisais que mettre en exergue mes choix. Donc je pense que ça n'engageait que moi. Parce que là, la Russie, elle est de l'autre côté, là-bas, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Donc là, je ne sais pas qui je gênais en fait. Je ne gênais personne. Donc, un jour, au jour du 1er mai 2023, parce que je me méfiais beaucoup maintenant, parce que on m'appelait, il y a un numéro privé qui m'appelait, toi, on va te faire quelque chose, tu vas voir ici.
je le disais à ma femme et elle-même, elle m'a conseillé d'aller faire une déclaration de perte de mon passeport. Mon passeport était presque périmé et d'aller faire un nouveau passeport pour mettre sur moi. Et elle m'a dit de me méfier, tout ça. Donc, même je ne faisais rien de mal en fait. Je faisais quelque chose qui ne mettait pas en péril mon pays. Je parlais de la Russie, je parlais aussi du Mali. Voilà. Parce que je suis panafricain, j'aime la révolution africaine. Oui, j'ai suivi les documentaires sur Thomas Sankara, sur Sylvanus Olympio, Oumniobé. Et puis voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Franklin Nyamsi et je me suis mis à faire des recherches. Donc, j'ai pensé que voilà, c'est la meilleure façon pour l'Afrique de sortir du trou. Le combat, la lutte contre les impérialistes qui sans nos matières premières ne sont rien. Donc, c'était un peu ça. Je faisais ma vie tranquille. Le 1er mai 2023, je sors de la maison, j'avais des courses à faire. Je devais sortir, je devais aller à Djamé. Dès que je sors, j'aperçois une voiture 4x4 teintée, noire, au moins à 50 mètres de moi. Bon, je minimise. Je minimise à la base. Je passe, je prends le Warren là pour descendre à la Riviera 2. Et dans le Warren, bon, il y avait des gens, mais je n'ai pas prêté attention. Il y avait des gens dans le taxi. Et bon, arrivé devant, bon, j'ai trouvé un peu l'attitude un peu bizarre parce qu'il y avait 4 personnes. Moi-même, j'étais derrière. Il y avait 3 autres personnes, le chauffeur. Tout était calme. Bon, j'étais tranquille dans mon coin. Quelque chose m'a dit de descendre avant le terminus. J'ai regardé, paf, je suis descendu, juste à 500 mètres comme ça du dernier arrêt. Je descends et j'ai décidé d'emprunter maintenant un taxi compteur parce que là, il y a un ami qui m'attendait là au niveau de Liberté, Fabrice. Donc j'ai emprunté un taxi, c'était un jour férié, un jour du travail. Paf, j'arrive à Djamé, c'était vers 8h30, 40 comme ça. J'arrive à Djamé, voilà, Fabrice est là. Donc on devait aller prendre, parce qu'à la base je vendais aussi les trucs en ligne, les vêtements, la friperie, les marques, les trucs comme ça. Et les appareils aussi, le Bluetooth, les trucs comme ça. Je faisais ce petit business là pour arrondir les fins du mois. Donc Fabrice, il m'attendait, je suis arrivé, Fabrice était là. On a commencé à marcher en direction du Black. On a fait à peine 200 mètres. Je regarde derrière. J'aperçois le même 4x4. Le même 4x4 noir. Il est là encore. Mon Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même 4x4 et il n'était pas immatriculé. Je l'ai aperçu. Ça m'a fait bizarre. Mais après, je me suis dit, bon, il n'y a rien. Donc, on a commencé à marcher. Mais le 4x4 roulait doucement, doucement. Il venait toujours derrière nous. J'ai trouvé ça bizarre. Moi, j'ai dit à Fabrice, il faut rentrer. Moi, je pense qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut rentrer. Moi, on va se prendre demain pour venir faire les achats. Là. Donc, directement, parce que moi, là, je sentais qu'avec les appels que j'ai reçus, tout ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire là? Je m'en vais à l'ambassade de Russie. Je vais pas porter plainte, mais je vais pour demander la protection. Est-ce que c'était possible? Moi, j'ignorais, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Genre, je prends un taxi compteur, paf, je lui dis je vais à Nono. Donc je monte dans le taxi, il y avait mon sac à dos, il y avait mes pièces, tout. Je monte dans le taxi, on s'en va. Au niveau de la corniche, le taximètre il a reçu un premier coup de fil. Bon, il parlait de façon étrange, donc comme quelqu'un qui est étonné, tout ça. Bon, moi j'écoutais, il a parlé un peu et après c'est coupé. Donc je lui dis maintenant de passer par l'hôtel Ivoire. Comme ça, on allait sortir, comment on appelle ça, ouais, par l'hôtel Ivoire. Je lui ai dit de passer par la corniche, on est sorti par Saint-Jean. Voilà. Donc je lui ai dit de passer, je ne me rappelle plus, mais il a reçu un deuxième coup de fil. Je voulais en parler du coup de fil. Il a reçu un deuxième coup de fil. Et puis là, chose bizarre, il répondait oui, non, oui, non. Donc,
Parce que j'ai emprunté le taxi dans une gare de Warren, où il y avait les gars qui faisaient les taxis, tout ça. Donc, il parlait de façon bizarre. Après, j'ai dit, mon ami, il y a un souci? Il a dit non, qu'il n'y a rien. Bon, mon cœur commençait à battre vite aussi, parce que je savais que, est-ce que ce n'était pas à propos de moi? Parce que le taxi, je l'ai emprunté dans une gare communale. Donc là-bas, là, tous les chauffeurs se connaissent, donc on peut prendre son numéro, et puis voilà. Donc, on est arrivé derrière l'université, parce qu'il a pris Saint-Jean, tout droit là, à gauche. On est passé devant la maison de PDCI, on est arrivé derrière l'université maintenant. Je regarde derrière, je vous jure, je vois le même 4x4. Waouh! Il dit, mais là, c'est sérieux. C'est sérieux. Je suis dans un problème très grave. Je demande à mon frère, qui a appelé là? Il m'a dit non, que c'est son ami, tout ça. Ok, donc là, j'ai compris que ce sont des gens qui ont appelé, qui sont derrière nous là. Donc, je ne sais pas, puisqu'ils savent que je suis pro-russe, je fais les trucs, donc je ne sais pas qui c'était au juste. Donc, qu'est-ce que je décide là? On était à la montée, avant d'arriver à la mosquée, la grande mosquée de la Riviera 3. Moi, j'ai décidé dans mon cœur de parce que c'était le 1er mai, je me dis que peut-être l'ambassade est fermée. Et le 4x4 est derrière nous, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai décidé, dès qu'on traversait le feu, moi, j'allais dire au taximètre, gare un peu, je vais faire pipi, moi, j'allais partir. J'ai déposé son argent à côté de lui. Mon sac était dedans, hein. Mais là, je vous dis que j'ai eu une peur bleue que je n'ai jamais eue dans ma vie. Dès qu'il a garé, on a dépassé le feu, je lui ai dit que non, attends un peu là. Et il ne veut pas s'arrêter. Et la vitre était... Bon. C'est des choses, quand j'explique, je revis la scène et j'ai des... Je saute. Parce que la vitre n'était pas trop... Je lui ai dit de garer, il ne veut pas garer. Donc, je me suis faufilé là. Je suis descendu sur le goudron en roulant. Paf, il y avait un petit caniveau, je saute. Voilà la clôture de l'ambassade. Paf, il y avait des barbelés même. Il y avait des fers là, électriques là. Je saute ça. Voilà la blessure. Voilà la blessure. Ça m'a laissé une cicatrice. Ça m'a blessé là. Les barbelés, les fers là m'ont déchiré. Je tombe dans la cour. Donc le taximètre, avant de sauter, je regarde, il est parti garer un peu loin. Et le 4x4 est parti garer derrière lui. Je tombe dans la cour. C'était ma première fois d'arriver. Oh, il dit Dieu merci. Dieu merci, je suis sorti d'affaires. Peut-être que je vais aller vers les gars. Ils vont me protéger. Je vais expliquer la situation. Donc je commence à parler maintenant en russe. Maman dit, aidez-moi, s'il vous plaît. Il veut me faire du mal, il veut me tuer. Aidez-moi, aidez-moi. Donc il y a un monsieur qui sort là-bas. Ch'to, Ticto, tu es qui? Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, je m'appelle Dadier Tounon Junior, voilà, je suis marié à un citoyen russe. Voilà, je commande beaucoup les postes politiques, je parle beaucoup de la Russie, mais je ne sais pas, j'ai reçu plusieurs menaces, des coups de fil. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé à la police? J'ai dit, mais si il va à la police, c'est le même système. C'est le même système. Donc, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'ai dit, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me protéger? Parce que là, je suis dans les difficultés. Est-ce que vous pouvez me protéger? Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes ivoirien, vous êtes sur le territoire. Hein? Votre femme, elle est russe, vous n'avez pas la nationalité. Je suis désolé, on ne peut pas vous protéger. Ce qu'on peut faire pour vous, on peut appeler la police et on va leur expliquer la situation. Je lui ai dit, mais c'est là même que vous m'avez livré. Parce que ce sont les mêmes là, On est dans un pays de sans loi. Ici, ce sont les mêmes. Il m'a dit non, ne vous inquiétez pas. Il a dit non, n'appelez pas la police. Bon, il dit non, on ne peut pas faire autrement. Si c'est le consulat, et, on ne peut pas faire autrement. Il a appelé la police. 15 minutes, ils sont arrivés. Dans un 4x4 là. Ils ont dit non. Ils sont entrés, on dit, monsieur, venez. J'ai dit, je ne viens pas. Je commence à parler en russe. Ils vont me faire du mal, Ne laissez pas. Il dit non, mais vous avez fait quoi? J'ai dit, je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est de faire des posts, des commentaires, parler bien de la Russie, voilà. Démentir des choses, des mensonges sur France 24, voilà tout ce que j'ai fait. J'ai rien fait de grave. Et ils me disent comme ça, mais votre histoire est bizarre.
mais où est-ce que vous avez appris à parler le russe? J'ai dit, mais j'ai pas, il m'a demandé d'abord dans quelle université vous étiez à Moscou. J'ai dit, non, j'ai pas étudié. J'ai pas étudié. Quand je suis arrivé en Russie, je me suis intéressé à la langue. Parce que celui qui m'a envoyé m'a dit que voilà, ici on ne parle pas français. Donc bien avant même que je voyage, je commençais à apprendre la langue. Et là-bas, j'ai eu des amis, je me suis marié après. Donc voilà pourquoi je parle bien. Il dit, bon, vous allez partir avec la police. Vous allez partir avec la police. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Désolé. Donc, on était dehors. Ils m'ont lutté jusqu'à ils m'ont fait sortir. J'ai dit au monsieur, j'ai dit, Pajalosta, u vas есть дети. Не бросайте меня. Я вам точно это говорю, что они будут меня плохое дело делать. Они, может быть, меня убивают. Если у вас есть дети, если что-то меня будет случиться, ни Бог, я никогда вам не буду прощать. Je lui ai dit que vous avez des enfants. Je vous ai dit que si je m'en vais avec eux, ma vie sera en danger. Donc, si vous me laissez partir, malgré tout ce que je vous dis, je ne vous pardonnerai jamais. Oui. Ah, le monsieur a regardé derrière. Il a parlé avec son... Il avait un autre russe qui était là. Il dit, bon, allez-y, je viens. Il a poussé un ouf de soulagement. Il a dit que il a demandé c'est quel arrondissement. Ils ont dit c'est le 18e. On arrive au 18e arrondissement. Dans la voiture, déjà, le policier commence à me menacer. Toi, bâtard, hein? Bâtard, là, toi, c'est toi qui viens escalader là. Il a dit, mais c'est pour des raisons de sécurité. J'avais peur. Hein? J'ai reçu des menaces. Hein? Et puis aujourd'hui, j'ai un quelqu'un qui m'a suivi. Donc voilà, je suis venu ici pour chercher la protection. Moi, je ne savais pas quoi faire. Hein? Tu vas voir. C'est ce qu'il me dit. Un policier hein, qui est censé me protéger, il me menace. On est arrivé au commissariat, paf, ils m'ont mis au violon. Bon, j'étais au violon. J'étais là. Il y avait des gens au violon, il y avait des gars même bandits comme ça. Là. Bon, ils avaient des lames, tout ça, des lames. Et ils commençaient, dès que je suis arrivé, ils commençaient à m'intimider, quoi. Mais je leur ai dit, mais hey, ne m'intimidez pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à m'intimider, hein. Mais toi, hey, tu te joues les trucs là, on va te montrer que je suis. J'ai dit, mais... Parce que le comptoir était juste à côté, le violon était juste à côté du comptoir du commissariat. Donc je dis, mais chef, mais ils ont des lames ici, tout ça, hein? Et puis ils sont en train de me... Est-ce que c'est son problème? Lui, il s'en fout. Il m'a même pas écouté. J'ai dit, mais je suis dans la merde. J'ai dit, chef, s'il vous plaît, est-ce que je peux appeler mes parents? On dit non, tu ne vas pas appeler tes parents ici. Il dit, mais comment? Je vais appeler mes parents pour leur expliquer que je suis au 18e arrondissement. Il dit, tu n'appelles pas. Bon, j'étais là, j'étais assis dans mon coin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas appeler mes parents. Donc j'essaie maintenant de demander parce que il y a des gens qui viennent faire leur papier au commissariat. Le violon est là, le comptoir est là. Donc je lui dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux appeler mes parents? Il dit, non. Personne ne va te donner le téléphone ici. Donc j'étais là, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police refuse qu'il appelle les parents? Voilà, en même temps, voilà le consul là, le russe, le diplomate qui rentre. Il rentre directement, j'étais un peu soulagé. Directement il va dans le bureau du commissaire. Il va dans le bureau du commissaire, il reste là-bas environ 20-30 minutes, il ressort. Il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, monsieur l'autorité, c'est tout ce que vous voulez expliquer. Je n'ai rien fait. Je n'ai commis aucun délit. J'ai juste escaladé votre clôture pour chercher la protection. Puis je pense que c'est un acte qui est pour sa survie. Voilà. Alassane Ouattara lui-même a sauté clôture quand, je ne sais pas, en 2000 combien, il a sauté clôture. Alors, donc pourquoi moi il ne peut pas sauter clôture? Et puis c'est lui-même qui m'a inspiré même à sauter la clôture. Voilà. Et il me demande maintenant qui on peut appeler. Donc je n'ai pas le numéro de mes parents maintenant en tête. Je suis là. Comme j'étais aussi traducteur avec une entreprise là, turque là. J'étais comme un traducteur. Eux ils faisaient du marbre. Donc j'ai dit qu'ils partent à l'immeuble Carbone. Parce qu'on était là-bas, il y avait peut-être 2 jours. Avec mon patron turc pour négocier un contrat. Donc moi j'étais là. Et qui partent à l'immeuble Carbone, qui disent qu'ils veulent parler aux responsables de la société, comment on appelle ça, putain,
Attends, je me rappelle. Natural Stone Company. Voilà, c'est comme ça la société s'appelait. Natural Stone Company. Donc je lui dis, il dit ok, il va aller là-bas. Mais il ne faut pas que je m'inquiète. Il m'a dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète, ça va se régler. Je reste là dans la cellule, je trouve une fille là-bas. Elle me dit, si tu veux pisser, voilà, boîte ici. Hein. Il y a un liquide dedans, bizarre. J'ai dit, moi, pisser là, pourquoi? Pourquoi c'est toi qui vas me dire si je veux pisser? En temps normal, là, toi-même, tu es dans la cellule des garçons. Tu dois être dans une cellule de femmes là-bas. Et puis, elle ressemblait textuellement à la femme de mon oncle. Là, ça m'a paru bizarre parce que mon oncle, à la base, c'est après que j'ai compris que lui, il était RHDP aussi. Parce que tout le temps, il me disait que lui, il a étudié avec Patrick Hachi. Lui, ce sont des gens qu'il faut envoyer aux États-Unis depuis 1979, je pense, 78, comme ça. Là. Le promotionnel de Patrick Hachi, c'est mon oncle. J'habitais chez lui, il s'appelle M. Yao Asmara. Donc, pour revenir à la fille, je vois la fille, même visage que la dame. Putain, il dit, mais ça, c'est quelle ressemblance? Il dit, mais vous connaissez Madame Yao? Elle me dit non. Mais mon instinct ne me trahissait pas, ne me mentait pas. Donc je regardais la fille. Elle me dit, si tu veux pisser, pisse. J'ai dit, mais chef, la dame là, en temps normal, il y a la cellule des femmes. Il dit que non, c'est pas ton problème. Et puis tu vas te taire. Si tu continues à m'embrouiller là, je vais te faire quelque chose. C'est un policier qui parle comme ça. Oh, j'étais dépassé. Mais Dieu merci, le diplomate était venu. J'étais déjà soulagé. J'étais soulagé. Voilà. Je suis au cimetière spécialement pour faire cette vidéo. Parce que, juste vous dire que la mort là, on veut pas, on va mourir. Et je n'ai ni peur de mourir, je n'ai pas peur de la mort. Est-ce que vous comprenez? La mort, je n'ai pas peur de la mort. Vous pouvez me chercher, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Parce que, quand je vais finir de raconter l'histoire, je vais vous expliquer tout ce qu'ils m'ont fait. Depuis le Mali, ils envoient des gens pour me chercher. Mais vous avez tapé poteau. Nous, la jeunesse africaine, là, on ne va pas lâcher l'affaire. On ne va pas lâcher l'affaire. Voilà. Je suis au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Voilà. En 1987, vous avez organisé pour tuer Thomas Sankara. Voilà. 87, 2025, ça fait combien d'années? Calculez. Voilà. Si vous mettez un 13 sur le 87, ça fait 2000. 2013 plus 25 ans, plus 13, ça fait 38 ans. Le capitaine, il a quel âge? En moyenne 37, 38, il a pris le pouvoir. Ce n'est pas des chiffres simples. Ce n'est pas des choses simples. Mais aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas nous manipuler. Vous ne pouvez rien nous faire. Voilà. Aujourd'hui, on va vous combattre. Vous qui travaillez comme des impérialistes. Vous qui êtes des Noirs, qui voulez vendre l'Afrique. Hein? Quand vous voyez vos enfants, vous les aimez, non? Vous aimez vos petits-enfants, vous aimez votre famille. Mais c'est comme ça aussi, nous aussi. On doit avoir notre famille, on doit aimer nos enfants. On doit vivre tranquille. On doit vivre et ne manquer de rien. Mais ce n'est pas à vous de décider de notre vie ou de notre mort. Voilà. On fait la politique. On fait la politique pour l'homme, pour l'humain. Voilà. La créature de Dieu, là, la plus précieuse, la plus parfaite, c'est l'homme. Donc c'est à cause de l'homme qu'on fait la politique. Mais ce n'est pas pour tuer l'homme qui n'a pas la même idéologie que toi qu'on fait la politique. Regardez au Burkina et regardez en Côte d'Ivoire, regardez la politique. C'est comme le jour et la nuit. Hein? C'est comme le jour et la nuit, le Burkina dans 3, 4 ans, 5 ans. Là. Vous allez voir. Ça c'est échantillon, vous allez voir. Avant-hier, pas avant-hier, la dernière fois je causais avec une camarade, c'est nouveau. Mais je lui dis que j'étais au Mali, tout ça. Elle me dit que vous avez votre affaire d'AES là. Que Ibrahim Traoré, il manque de respect à notre président. Je dis, mais est-ce que tu t'entends parler? Il manque de respect à votre président. Vous confondez la vérité et le manque de respect. Le problème, c'est que tu ne veux pas comprendre, c'est que ce que lui fait pour son pays là, c'est comme le jour et la nuit par rapport à ce que ton président fait pour son pays. Donc voilà pourquoi, si un père a 2 enfants, si l'un aime aller à l'école,
il suit les cours, il étudie. Si l'autre là, lui, il n'aime pas aller à l'école, il n'aime pas faire tout ça. Le père va bien entendu donner des cadeaux à celui qui va à l'école, qui est assidu, qui est respectueux. Mais celui qui ne va pas à l'école, il ne va pas aimer celui qui suit les cours bien, il ne va pas l'aimer. C'est ce cas de figure là, c'est dans ça on est. Il doit être en train de travailler pour son peuple. Respect, chef d'État, respect. C'est une fierté. Et puis, de mon vivant, je n'ai jamais espéré que voilà, ça allait avoir lieu. Peut-être que c'était peut-être après ma mort, je pensais, mais c'est de notre vivant. Et vraiment, je suis très très fier du Burkina Faso. Donc, elle me dit comme ça, il est impoli. Il dit, mais toi, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade, tu ne sais pas quoi dire. Et quand tu vois tous ces progrès, tu vois tout ce qu'il est en train de faire pour le pays, toi tu as dit que non, que lui, il est truc, il ne respecte pas tout. Mais toi, bref, c'est une personne qui est inculte. Donc j'ai coupé même la conversation parce que c'est la merde. Donc au commissariat, je reviens sur mon histoire. Au commissariat maintenant, un jour, 2 jours passent. Le lendemain, paf, on nous envoie au parquet. La veille d'abord, on prend nos empreintes, on m'auditionne. Il y a un truc qui s'est passé dans le bureau du commissaire, une dame commissaire. Elle m'envoie là-bas. Il y avait des gens dans le bureau. Elle me dit d'entrer. On vient m'appeler. J'entre dans le bureau. Je suis assis. Elle est en train de régler l'histoire des gens. Et un coup, je commence à avoir sommeil comme ça. Il y avait une dame arrêtée derrière moi. Il y avait un autre gars là-bas. Lui, il avait une seringue, je vous dis. Non, Dieu même. Parce qu'il ne sait pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et je commence à avoir sommeil. Et je vois que la dame, elle avait un sachet qu'elle a appuyé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui était dans le... Je ne sais pas qu'est-ce que c'était en fait. Donc, je commence à avoir sommeil. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire ça? Bon, je me calme. Je me ressaisis. Je dis, il n'est pas dormi ici. Je vois seringue dans la main du gars. Ils sont en train de parler. Il ne faut pas vraiment m'adouer ici pour me faire une piqûre ici et plus me réveiller. Donc, je reste lucide. Elle commence à me poser des questions. Pourquoi tu as escaladé la mur? Je lui ai expliqué pourquoi. Et voilà ce qui s'est passé. Je lui ai parlé. Elle me dit non. Qu'est-ce que tu as fait au juge? Je lui ai dit que non, j'ai rien fait. J'ai juste posté des vidéos, j'ai juste fait des trucs, j'ai rien fait de grave. Elle me dit, en quelle année vous êtes arrivé en Russie? Je lui ai dit en 2015. Je lui ai dit en 2015. Elle a commencé à écrire. Bon. Après, elle m'a dit de signer. Je lui ai dit non, je vais lire d'abord la feuille avant de signer. Je ne peux pas signer directement. Quand on vous donne un document, on vous dit de signer. Ne signez pas directement. Faites la lecture d'abord. Donc, après, elle m'envoie le document pour signer. Je regarde. Il a dit que je suis arrivé en Russie en 2015. Elle a mis 2019. Donc, je dis mais ça, là, je ne peux pas signer ça parce que moi, j'ai dit que je suis arrivé en Russie en 2015. Quand je suis, elle a mis mon nom, j'ai arrivé en Russie en 2019. Je ne signe pas ça. Donc, le policier qui a envoyé, il a dit, chef, il ne peut pas signer parce que là, il y a une erreur. Donc, il est reparti avec ça, je n'ai pas signé. Le lendemain, paf, on nous envoie au parquet. Le matin, on va. Paf, on me dit, j'ai fait quoi? Est-ce que je peux au moins appeler mes parents? Je vous jure qu'ils ne m'ont pas laissé appeler mes parents. Je vais raccourcir l'histoire. Donc, on m'envoie au parquet, on nous met au violon. 1 heure après, on me fait passer devant un juge. Il me demande mon nom, Dadier Tounan Junior, mon truc qui était là-bas. Bon. Après, il a parlé un peu. Il n'a rien posé comme question, il m'a laissé. Je suis retourné en cellule. Je vous dis que je commençais à suffoquer déjà. Et les gars qui étaient en train de menacer la lame dans la cellule, ils étaient encore avec moi. Il dit que toi, là, on va arriver là-bas, c'est là que tu vas comprendre. Ah, j'ai commencé à avoir la panique. Il dit, mais je suis dans quoi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'étais là, on est arrivé là-bas à 9 h par là. On est resté jusqu'à 15 h. Les mêmes policiers qui sont venus me déposer là, c'est les mêmes qui sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher rapidement, paf. Monter, on enlève les menottes sans rien. On dit on retourne au commissariat. Je lui ai demandé, mais chef, est-ce que je peux appeler mes parents? On dit non. Mais c'est là qu'il a compris que je suis dans une machination. Quelqu'un qui a un souci, mais il ne peut pas appeler ses parents. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous me reprochez quoi? Il ne parle pas. Il me dit que, ah, toi, ton problème là, nous là, on ne peut pas te laisser appeler tes parents. Ok, il dit ok. On arrive au commissariat.
C'était le deuxième jour. C'était le premier. Je suis resté au commissariat. Donc, c'était le 2 maintenant. On était au parquet le matin. Donc maintenant, on me met encore au violon. Je suis là-bas. Je vous jure que je n'ai pas mangé pendant 2 jours. J'ai même pas voulu manger, même pas voulu boire l'eau d'eux. Parce que quand je voyais la situation, c'était un peu difficile. Je ne voulais même pas prendre le risque même de boire leur eau ou bien de manger leur nourriture. Je suis resté comme ça. J'ai dit, je préfère mourir de faim parce que vous, des policiers ivoiriens, moi qui suis un citoyen ivoirien, j'ai des problèmes. Vous ne voulez pas que j'appelle mes parents. Pourtant, je n'ai commis aucun délit. Vous voyez que c'est bizarre, non? Donc, j'ai compris que j'étais dans une machination maintenant. C'est bizarre. Et dès qu'on arrivait dans la cellule, la veille, il n'y avait rien sur les murs. Mais maintenant, il y avait un truc badigeonné comme ça, qui avait une odeur bizarre sur les murs comme ça. Et j'étais, moi, dans la cellule. La fille, là, était encore là. Et il y avait un autre gars qui était arrivé. Plus une autre personne. On était 4. 4 garçons et la fille. Dans un petit coin comme ça. Donc, bon, moi, je suis là. Je dis, je m'en remets à Dieu. Ce qui va arriver, ça va arriver. C'est Dieu qui va décider. Voilà. Donc, j'étais là. Le temps passe, il ne me laisse pas appeler mes parents. La nuit, il y a un monsieur qui avait fait maintenant un accident. Alors, il était venu chercher le constatateur. Donc maintenant, je me confie au monsieur. Je lui explique maintenant. Monsieur, excusez-moi, ça fait 2 jours que je suis là. On ne me laisse pas appeler mes parents. Je n'ai rien fait, je n'ai commis aucun crime. Je n'ai commis aucun délit. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Si quelque chose m'arrive ici dans ce commissariat, vraiment, gardez à l'esprit qu'il y a un jeune homme qui vous a parlé. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. On m'a envoyé au parquet, on m'a ramené. Mes parents même ne savent même pas où je suis. Le monsieur, il n'a pas parlé, il était là. Mais je voyais qu'il y a des gens qui venaient, sortaient. Mais c'était tellement bizarre, je vous jure. 18e arrondissement. Je m'appelle Dadier Toulon Junior. Voilà. Vous vous rappelez très bien. Madame le commissaire, voilà. Vous qui avez failli me faire dormir dans votre bureau. Rappelez-vous vous me connaissez très bien, vous vous rappelez très bien. Voilà. Je parle pour que toute l'opinion nationale et internationale soit témoin de mon histoire. Voilà. Donc, on était aux 2. La nuit est passée, tout. Maintenant, le liquide là, ça commençait à... Ça avait une odeur bizarre. Le liquide avait une odeur bizarre. Donc, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quel gaz ça? Donc la fille là, elle mettait mes trucs sur son nez. Donc moi je suis resté dedans, Dieu par sa grâce. Vers 23h, minuit, 1h, la fille là, elle a perdu connaissance. Elle est tombée à cause du gaz là. On ne sait pas c'est quel gaz ils ont mis là. Voilà. Les garçons là, il y avait 2 garçons qui sont sortis la nuit là. Donc je suis resté avec un et la fille. La fille elle a perdu connaissance. Donc moi je montais maintenant parce que on a enlevé nos chaussures avant d'entrer dans la cellule. Donc quand tu marches, le liquide était par terre aussi. Quand tu marches là-dessus, ça te pique, ça te brûle. Il dit, mais c'est quel? J'ai demandé chez moi, il y a quoi ici? Il dit, il n'y a rien là-bas. C'est comme ça la cellule est habituellement. Il dit, non, hier, là, il n'y avait pas de trucs au mur, badigeonnés, noirs comme ça. Mais aujourd'hui, on nous envoie au parquet au retour, là, il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, il ne faut plus, je vais lui parler. J'ai compris que l'histoire était sérieuse. Donc, je m'en remettais à Dieu, quoi. Je m'en remettais à Dieu. Je me dis que voilà, c'est la volonté de Dieu, tout ce qui va m'arriver. J'ai remis mon âme à Dieu, j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, je te recommande mon âme, quel que soit ce qui va m'arriver, accueille-moi, reçois-moi. Parce que je ne voyais plus d'issue, il n'y avait plus de porte de sortie. On était là, on a lutté, la fille là, elle est tombée, elle a perdu connaissance. Ils ont appelé le SAMU. Paf, vous venez la chercher. Parce que le gaz là, était fort. Elle a pris KO. Le SAMU est venu. Dès qu'ils sont rentrés, j'ai dit, chef, prenez vos précautions. Hein, parce qu'il y a un truc qui est badigeonné au mur ici. C'est ce qu'on a respiré. La fille là, elle est tombée. Quand ils ont entendu ça, les médecins du SAMU là, ils ont fait demi-tour. Parce qu'après, j'ai su qu'on dit, eux, ils ne touchent pas les trucs poison, des trucs comme ça. Ils ont fait demi-tour, les gens du SAMU, ils se sont retournés. Ils ont fait demi-tour carrément. Ils ont laissé la fille. Donc maintenant, les policiers étaient paniqués. J'ai dit, 18e arrondissement, voilà, le 2 mai 2023, je vous raconte ce qui s'est passé. Parce que je n'ai jamais dit ça. Et Dieu m'a mis à cœur de raconter ça. Voilà. Donc,
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La fille est tombée, les policiers sont paniqués, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont en train de chercher une solution. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils l'ont fait sortir, ils ont ouvert la cellule, ils l'ont fait sortir, ils l'ont fait coucher. Là. Elle est là, elle ne bouge pas, comme quelqu'un qui est mort. Elle ne bouge pas, elle ne respire pas. Donc, j'ai dit, mais regarde, c'est vous-même maintenant, là, votre propre piège, là, vous allez tomber dedans. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que vous avez mis ici. Si quelque chose arrive là, c'est vous qui êtes responsable. On est resté dans ça jusqu'à... Ils sont allés chercher une voiture, je ne sais pas où, une voiture. Ils ont pris la fille, ils l'ont mis dedans, paf, ils sont partis à elle. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à la fille. Je ne sais pas. Donc, moi maintenant, j'ai vu que l'histoire là, c'était dangereux. Sans chaussures, donc je suis monté maintenant sur le petit mur. Le policier m'a dit de descendre. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas descendre dans ça. La fille est tombée, elle a commencé à respirer. Elle a dit, je ne peux pas descendre dans ça. Comment je vais descendre? Il dit, descends. J'ai dit, je ne descends pas, chef. Voilà. Faites-moi ce que vous voulez, je ne descends pas. Mais vous, ça fait 2 jours que je suis là, je ne peux pas appeler mes parents. Mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un criminel. Ici dans mon pays, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, je savais que eux, c'était à cause de mes positions politiques, les trucs comme ça, là. C'est à cause de ça que j'étais là. Parce que, après, j'ai compris maintenant que c'est sérieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On était vers 3 h du matin. On était là. 3 h. Donc, tous ceux qui rentraient, ils commençaient à les alerter. Mais est-ce que vous pouvez m'aider à appeler mes parents? Le policier, il me dit que s'il fait ça encore, s'il parle à quelqu'un encore là, il va me faire quelque chose. Il va me mettre dans un autre violon là-bas. Donc, je me suis tué. Je me suis recommandé à Dieu, comme habituellement. Jusqu'au matin, 7 h. Il y a un policier qui est venu. Lui, il n'était pas là, il est venu. Le commissaire est venu, la dame là. Ils ont fait les garde à vous, ils ont le drapeau. On dit, bon, hey, toi, on va t'envoyer à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. 29 h comme ça. On va t'envoyer à l'hôpital. J'ai dit, mais je ne suis pas malade, j'ai rien. On m'envoie à l'hôpital psychiatrique, pourquoi? On dit, on t'envoie à l'hôpital psychiatrique. Moi, je les écoutais même, je croyais que j'étais en rêve. Ils sont venus, paf! Ils m'ont menotté. Donc, j'ai lutté. J'ai dit, mais je ne suis pas malade, laissez-moi appeler mes parents. J'ai une femme, je suis marié. J'ai une famille, je ne suis pas un mouton. Laissez-moi appeler quand même les miens. On dit, on ne te laisse pas appeler. On t'envoie à l'hôpital psychiatrique. Ils m'ont menotté. Donc, comme je luttais, plus tu luttes, les menottes te serrent les mains. Plus tu luttes, les menottes, ça te serre. Donc, ça m'a serré. Je vous jure, du 18e arrondissement, qui est situé vers, comment on appelle ça, Orcade Déco de la rue, où il y avait Orcade Déco, le feu de la Riviera 3, là, voilà, Carrefour Commissariat, jusqu'à Benjerville. Les menottes là m'ont serré comme ça. Jusqu'à mes yeux commençaient à devenir rouges. Ils n'ont pas voulu détacher. Je vous jure, si ce n'est pas Dieu, moi j'étais mort. Ils n'ont pas voulu détacher les menottes. Les menottes m'ont serré comme ça. On prend la route, paf, on arrive au commissariat. Bien, la veille, je m'étais rappelé du numéro de ma petite soeur, qui avait un numéro facile. Voilà. Où il y avait 2 x 20 dedans. Donc, c'était un numéro facile. Donc, j'avais gardé l'esprit, le numéro à l'esprit pour dire qu'au cas où quelqu'un voulait m'aider. Donc, on arrive à l'hôpital psychiatrique. Il y a une dame, une infirmière, c'est pas une infirmière. Je vois les fous, c'était ma... J'étais déjà allé déposer des gens là-bas, mais moi-même, je n'étais jamais descendu. Je vois les fous, je vois des gens qui marchent, qui regardent dans l'air, qui parlent seuls. Je dis, mais où on m'envoie là? Je suis normal, j'ai toutes mes facultés, on m'envoie à l'hôpital psychiatrique. La dame là, que Dieu la bénisse. Parce que la dame là, que Dieu vous bénisse, madame. Si vous suivez cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Parce que vous m'avez aidé. C'est grâce à vous que j'ai pu appeler ma soeur. Ouais. On était au 3 mai 2023. Voilà. 29h30. Avec 4 policiers. Dans un 4x4 de police. On m'envoie à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Donc, on m'envoie chez la dame, les policiers m'envoient chez elle. J'ai dit, madame, excusez-moi, dites aux policiers de défaire mes menottes là. Je ne peux même plus respirer. Et réellement, je n'arrivais plus à respirer. Ça m'avait serré. Elle a dit, monsieur, s'il vous plaît, détachez les menottes. Donc, elle a dit, monsieur, ça va. Donc, ils ont envoyé un dossier là. On dit, monsieur Quadio. Ouais, ils m'ont dit, Quadio Bertrand. J'ai dit, moi, madame, c'est de moi. Elle demande au policier, c'est son dossier, non? Il dit, oui. J'ai dit, je ne m'appelle pas Quadio Bertrand, je m'appelle Dadier Tounon Junior. Ça, c'est pas moi, c'est pas mon nom. Elle dit, comment c'est pas ton nom? J'ai dit, c'est pas mon nom, je m'appelle Dadier Tounon Junior. Elle dit à moi, est-ce que tu as un numéro de tes parents? J'ai dit, voilà, Dieu merci, je donne maintenant le numéro, tant, 20 ans.
Elle appelle, ma soeur décroche. Ma soeur décroche. Elle parle à ma soeur. Bonjour, madame, s'il vous plaît. On a devant nous aussi Dadier Tournant Junior. Il dit qu'il est votre grand frère. Elle dit oui, oui, c'est mon grand frère. Où est-ce que vous êtes? Elle dit qu'on est à l'hôpital psychiatrique. Et ma petite soeur commence à pleurer en même temps. Qu'est-ce qui se passe? On vient là-bas. Dieu merci, Dieu loué. Au 3e jour, malgré que la police a refusé que je parle à mes parents, au moins, j'ai pu joindre ma petite soeur. Et on me donne un nom de Quadio Bertrand. C'est pas mon nom. Donc là, on m'envoie là, on me dit on va me prescrire des médicaments. On dit on va me faire une injection. Il dit mais monsieur, j'ai toutes mes facultés. Je ne suis pas malade. Je n'ai aucun problème. On dit non, on va vous administrer ça quand même pour que vous puissiez vous calmer parce que vous êtes un peu agité. Il dit non, je suis agité parce que c'est de l'injustice que je vis depuis 3 jours. Même ma cellule a été empoisonnée. Il y a une fille qui a été... J'ai commencé à expliquer tout ce qui s'est passé. On dit non monsieur, calmez-vous. Ils m'ont fait une piqûre. Quand je me suis réveillé, c'était à minuit. C'est la sueur, la chaleur. Je me suis réveillé. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait coucher sur le lit? Moi-même, je n'en revenais pas, quoi. J'ai dit, mais vraiment, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Le lendemain, ma soeur vient avec son mari, ma famille, tout le monde vient. Ils ont appelé ma tante en France pour lui dire que voilà. Parce que mes téléphones, à la base, c'était avec eux, ils ont gardé ça. Sans doute, ils ont dû regarder, fouiller, mais ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont rendu mes téléphones. Ils m'ont rendu mes téléphones. Donc, mes parents sont venus m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe, frère, grand frère? Il a dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis parti à l'ambassade de Russie, j'ai escaladé la clôture parce que j'étais suivi par un 4x4. J'étais suivi par un 4x4 que j'ai vu devant chez moi, à Djamé où je partais faire des courses, et encore où j'ai pris un taxi pour partir. Donc, je me sentais menacé. Et moi-même, je sais que c'est à cause de moi. Et je suis arrivé à la police. L'action qui a eu lieu là-bas, ça a confirmé ce que je pensais. Ils m'ont fait vivre une misère. Si ce n'était pas Dieu, j'étais mort. On dit non, ça va aller. Ma tante en France, elle a envoyé l'argent. De France, elle a envoyé l'argent. Ils ont appelé, elle a envoyé l'argent. Ils ont pris les médicaments. C'est les médicaments qui me faisaient dormir. Je dors, je me réveille. C'est moi-même qui étais le conseiller des gars qui étaient là-bas, qui avaient des problèmes psychologiques. C'est moi qui les calmais, qui causais avec eux. Je vous le jure sur tout ce que je cherche, sur ma vie. Je vous jure que je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Hôpital psychiatrique de Benjerville, je m'appelle Dadier Tournant Junior. Je suis arrivé là-bas le 3 mai 2023. Regardez vos carnets. Voilà. Je n'avais aucun mal, je n'avais aucun problème mental. J'avais toutes mes facultés. Donc, je suis arrivé, ils m'ont donné les médicaments. Je suis resté là-bas, bon, pour raccourci, du 3, c'est le 15 qui m'ont libéré. Le 15. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a rien. Ils ont vu que, il n'y a rien, je ne suis pas malade, rien. Donc, du 3, c'est le 15 qui m'ont libéré, le 15. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a rien dit. Dès que je suis arrivé, il a dit que je ne retourne plus chez ma soeur. Ce que je m'étais mis dans ma tête, il a dit que ce que je vais faire, dès que j'arrive à la maison, là, je vais trouver un moyen pour quitter. Pour partir même loin, quelque part loin. Mais je vais réfléchir à un endroit, mais je vais chercher à quitter, quoi. C'est ce que j'avais résolu dans ma tête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont laissé, je suis parti. Parce que je n'ai pas dit ça, j'ai dit à ma cousine que je veux bouger, je veux partir vraiment de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui m'est arrivé là, vraiment, c'est inexplicable. Elle a dit non, il ne faut pas partir, il faut rester. Attends, à la fin du mois, je vais t'envoyer l'argent. Non, j'ai dit ok, j'ai compris. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit j'ai compris. Donc moi, comme je vendais des appareils, il y avait des gens qui me buvaient, puis il y avait quelques appareils. J'ai vendu 2-3 appareils. Paf! Le 21 mai. Ça a duré, quand ils m'ont laissé le 15, ça a duré 3-4 jours. J'étais chez ma soeur. J'ai laissé tous mes trucs chez moi, à la maison là-bas. Le 21 mai, je prends mon car. Paf! Je m'en vais. Maintenant, direction Bamako. Parce que je parlais du Mali, tout ça. Donc, direction Bamako. Je dis, il ne reste pas dans ce pays-là. Ce que j'ai vu là, c'est la grâce de Dieu. Et puis, je remercie ici le diplomate là. Lui, grâce à qui j'ai eu la vie sauve.
Parce que si lui n'était pas intervenu aujourd'hui, j'étais sûrement enterré. Voilà. Je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo. Je pense que je l'ai ici. Que Dieu le bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse sa famille. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est lui. C'est lui. Que Dieu vous bénisse, cher monsieur. Que Dieu bénisse votre famille, tous vos enfants. Parce que vous avez été humain. Sinon, si j'étais resté là-bas sans que vous soyez là, j'étais déjà mort. Ce système-là, ils allaient me faire du mal. Malgré que vous étiez au courant, ils voulaient m'éliminer pour que ça passe en silence. Je prends le cas, c'est ainsi que j'arrive à Bamako le 22 mai 2023. Directement, je vais à l'ambassade de Russie. J'explique le problème. C'était un dimanche, le 22 mai. Je tape, j'appuie. Pожалуйста, можно разговаривать с консульством, потому что у меня есть проблème. Я из Côte d'Ivoire, у меня там случились проблème. J'explique. Je suis ivoirien, s'il vous plaît, je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai eu la vie sauve à cause de l'un de vos collègues là-bas à l'ambassade. On dit, bon, le consul est sorti, attendez. Comme le monsieur a vu que je m'exprimais, je lui ai dit que j'ai ma femme aussi, russe, tout ça. 15 minutes, paf, le consul arrive. Il me dit, oui, j'explique le même problème. Vraiment, j'ai besoin de votre protection. Il m'a dit, bon, monsieur, ici, nous, on ne peut pas vous protéger, mais c'est l'État malien qui peut vous protéger. Mais allez-y d'abord au commissariat. Il y a un commissariat au 3e arrondissement, non loin de l'ambassade aussi, à Niarela. Allez-y là-bas, faites votre déposition, ce que vous m'avez expliqué là, et puis bon, eux, ils vont vous guider. Ok, je lui dis merci, je m'en vais. Commissariat, je fais ma déposition, ils m'ont écouté. Voilà. Ils m'ont dit que vraiment, il faut que je passe au HCR. Donc, il faut que je parte au HCR. C'est le policier même qui a cherché une moto. Paf, direction HCR. Et au HCR, on est arrivé là-bas, c'était un dimanche. Les vigiles ont dit que ben, ça ne travaille pas. Je n'ai pas où partir. J'avais que le transport et puis seulement que 5000 comme ça sur moi, j'avais plus rien. J'explique la situation au gars de la moto. Je vous jure, l'humanité qu'il y a dehors là, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ouais. Que Dieu bénisse Malik, ce frère là. Il a été mon tuteur. Il m'a dit non, allons, t'inquiète pas, on va aller chez moi. Donc on est allé chez lui. Il m'a dit non, calme-toi, ça va aller. On nous a dit de passer mercredi. Donc, je suis resté chez lui, il m'a acheté à manger. Frère, la vie qu'elle a là, vraiment, faites toujours du bien, quoi. Vraiment, faites toujours du bien. Je suis resté le mercredi, je suis parti. J'ai fait ma déposition. On m'a auditionné au HCR. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé depuis le début. J'ai expliqué. On dit, bon, vous allez partir au CNCR. C'est eux qui sont chargés de donner l'asile. Donc, je suis parti. C'est au comité national de l'asile au Mali. Donc, je suis parti. J'ai expliqué le même problème. Ils m'ont donné des rendez-vous. Ils m'ont ouvert une procédure d'asile que j'ai suivie. Au bout de 1-2 mois, ils m'ont dit que non, votre avis a été défavorable par manque de preuves. Tout ce que j'ai expliqué, ils ont dit que manque de preuves. J'ai dit waouh! Tout ce que j'ai subi, ce que j'ai traversé là, on dit manque de preuves. J'ai pris ça comme ça. Pourtant là-bas, j'avais fait la connaissance d'un Sénégalais du nom de Maître Demba Niagne. Voilà. Quand il y avait l'élection au Sénégal, Macky Sall les poursuivait comme des rats d'égout là. On s'est croisés. Ils ont fui par l'eau même du Sénégal, ils sont venus au Mali chercher l'asile. Voilà. Je vous montre sa photo. Bonsoir frère. Ouais. Sa photo ici, voilà sa photo. Voilà sa photo. Je ne sais pas si vous voyez. Mais je vais poster ça après. Voilà sa photo. Voilà. Donc, comme on avait les mêmes idéologies, tout ça, bon, moi, j'ai reçu la décision défavorable pour l'asile.
Donc j'ai décidé d'aller au Sénégal. Quelques mois après, je quitte Bamako en avril 2024 pour le Sénégal, je m'en vais. Et là-bas, on va terminer sur ça, avec ce qui est arrivé là-bas, et on va terminer là-dessus. Arrivé à Dakar, j'avais un ami qui était à Bamako avec moi, qui est parti, que j'appelais, tout ça. Donc je suis arrivé à Hambourg d'abord, pas directement à Dakar, c'est là-bas que j'habitais. Là-bas, je cherchais un boulot, mais comme c'était dur, c'était pas facile. Donc j'étais en contact avec un ami là qui m'a mis en contact avec un Sénégalais qui m'a dit que non, je pouvais postuler à une entreprise russe qui cherchait voilà, du boulot, quelqu'un qui parle le russe, tout ça. Ok, j'ai accepté. Donc je suis parti à l'entreprise, j'ai postulé. Je suis parti, j'ai postulé. Ils m'ont écouté, je me suis présenté, j'ai parlé, j'ai montré mes documents, tout ça. Donc 2 semaines après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit de venir, que voilà, j'allais commencer le travail, mais il fallait que je vienne. Voilà. Donc ils m'ont dit, voilà, on te paye 10 000 jours. Voilà, il n'y a pas de salaire mensuel, on te paye par jour. 10 000 chaque jour. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Pour quelqu'un qui cherche du travail, bon, 10 000 par jour, c'est bon. Je m'engage. Il me dit, mais vous pouvez rester même au bureau, parce que si vous n'avez pas de famille au Sénégal, et vous n'avez pas de personnes à Dakar, vous pouvez dormir au bureau. C'est un bureau qui loue à 500 000 bien avant. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je peux dormir. Je cherche un matelas, là, je dors. Donc je suis resté là, je travaillais. C'est mon domaine. Je commençais à travailler, il y avait des véhicules qu'on devait remettre en état. En fait, ils ne rentrent pas dans l'état. Eux, c'est des Russes, d'après eux. Là-bas, tous, il y avait 4-5 personnes aussi qui parlaient le russe, des gens qui avaient étudié en Russie d'après eux. Donc on travaillait, ça va. Et maintenant, ce que j'ai constaté, les gars ne payent pas les employés. C'est une société de Yango, de taxis, là, commande en ligne. Les gars ne payent pas les employés. Les gars travaillent, parce que les voitures travaillaient 24 heures sur 24. De 8h à 20h, de 20h à 8h. 24 heures sur 24, les gars vont travailler avec les braquages, avec les gros camions la nuit, les risques, vous ne les payez pas. Après, ils inventent des pannes, ils inventent des trucs, et même les plaquettes de frein, on dit c'est le chauffeur. On coupe ça dans son argent. Donc les chauffeurs se plaignaient toujours, puisque c'est moi, j'étais le manager de la mécanique. Il y avait le mécanicien, et c'est moi qui programmais, voilà, les réparations. Je programmais les réparations, et voilà, en fonction de ça, le mécanicien, il travaille. Donc, après, moi j'ai fait asseoir mes gars là qui parlent le russe aussi. D'abord, leur niveau de russe n'était pas trop ça, mais eux ils ont étudié. Eux ils disent qu'ils ont étudié en Russie. Leur niveau de russe n'était pas trop ça. Bon, après, bon, je me suis dit que c'est pas leur langue, c'est pas notre langue nationale. Donc, peu importe, le plus important c'est de se comprendre. Donc, c'est ainsi que je leur fais savoir que vraiment, ici là, vous êtes mes anciens, c'est vrai, mais vous êtes chez vous au pays. Moi, je suis quitté loin pour venir ici. C'est vos frères qui travaillent jour et nuit ici. C'est eux qui font entrer l'argent. Mais on ne les paye pas. Toujours, ils se plaignent. Ils viennent me voir, ils viennent me voir, ils se plaignent, tout ça. Hein? C'est pas bien, quoi. Donc, qu'est-ce que le gars va dire? Il va dire que, ok, il va essayer d'expliquer ça au patron. Mais ça ne change pas. Mais je me suis posé des questions. Mais moi, j'ai déjà travaillé avec des Russes. Ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Ce que ces gens-là font, là, ça va m'étonner s'ils sont russes. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais je vais décider d'enquêter. Parce qu'ils ne mettaient jamais leur identité. C'est les gars là qui mettaient devant. Donc j'ai dit, bon, moi je vais enquêter sur le gars là. J'ai cherché dans le bureau là-bas, j'ai vu le nom du directeur général. J'ai pris le nom là. Je suis parti, j'ai donné le nom à ma femme. Je lui ai expliqué la situation. Que, mais je travaille ici. Parce qu'une fois, le patron, il a eu à parler avec ma femme. Ils ont échangé un peu. Donc, elle lui a demandé, ça va au Sénégal? Et la communauté russe là-bas, il a dit, bon, ça va, il y a une communauté russe ici, mais que lui, il n'aime pas trop approcher les gens, tout ça. Bon, il est dans son coin. Parce qu'à la base, eux, ils s'échangent. Les patrons, d'après eux, ils s'échangent chaque fin du mois. Chaque 1 mois, 2 mois, il y a un autre qui vient. Ils sont environ 4 comme ça. Donc, grande surprise, après nos enquêtes, son nom, tout ça, ce ne sont pas des Russes, ce sont des Ukrainiens. Voilà, ce sont des Ukrainiens et leur but, c'est de ternir l'image de la Russie parce que c'est ça le but. Puisque
Ils vont dire, les jeunes là, c'est ce qu'ils disaient, que les Russes, ils veulent faire le partenariat avec l'Afrique, mais là, ils ne payent pas les gens. C'est ce qui m'a poussé même à faire cette enquête-là. Donc je suis allé, je vois que c'est Dimitri Oussenko, c'est un Russe. Quel Russe? Ma femme me dit, c'est pas un Russe, c'est un Ukrainien. C'est avec lui que j'ai parlé là, parce que je lui ai dit oui. Il a dit, ah, c'est que je vais arrêter de travailler là-bas. Parce que cette histoire-là, c'est pas clair. Donc je prends ma décision, je dis que moi, je vais bouger, je ne travaille plus ici. Je ne travaille plus ici parce que ces gars-là, ils sont en train de jouer avec moi. C'est maintenant que je me rends compte que tous ceux qui sont là-bas, là, ils ont étudié en Ukraine. C'est en Ukraine, ils ont étudié, voilà pourquoi leur niveau de russe est bizarre. Hein? Je me rends compte que maintenant, voilà, donc leur système, c'est de diaboliser la Russie en Afrique auprès des Sénégalais. Comme ça, la jeunesse sénégalaise va dire que vraiment les Russes ne sont pas bien, tout ça. C'était des Ukrainiens. L'entreprise s'appelle Urban Car. L'entreprise est située à Dalifort, voilà, Dalifort, Dakar, Dalifort, en face de la société Bonnet Rouge. Il y a un nouveau immeuble gris, là, c'est au 2e étage. Voilà. Ce sont des Ukrainiens qui ont la société. Voilà. Ça ne m'étonne pas qu'il y a eu une attaque à Tinzaouaten, que l'ambassade d'Ukraine à Dakar a revendiqué. Et les autorités sénégalaises n'ont même pas pipé un mot, n'ont rien dit. Vous voyez, cette duplicité. C'est pas normal qu'une ambassade dans un pays africain revendique une attaque terroriste qui a endeuillé des soldats, qui a endeuillé des pères de famille, et le gouvernement reste silencieux. On est dans la merde. Voilà pourquoi nous devons soutenir l'AES. L'AES, là, on soutient l'AES. Et je suis persuadé que 80% de la population ivoirienne aspire à entrer dans l'AES. Et on va arriver. Inch'Allah. J'ai foi. Donc, on revient à notre histoire. Donc, automatiquement, je décide de quitter l'entreprise sans préavis. Parce que bien avant, je leur demandais, ça faisait 3 mois que je travaillais, je leur demandais de me faire un contrat de travail, je n'étais pas capable. Donc, je suis allé au tribunal de travail, je suis allé porter une plainte là-bas pour dire que voilà, j'ai travaillé 3 mois pour une entreprise. Donc, ils m'ont fait le dossier, tout ça, ils m'ont dit, ils ont envoyé leur juriste, un soi-disant Bécole. Il a un nom bizarre, il dit qu'il est ivoirien, mais ce n'est pas un ivoirien, après je suis. Mais vraiment, Dieu m'a fait grâce. Parce que même à Dakar, quand j'ai quitté l'entreprise, je suis allé au port. Je voulais faire maintenant, il y a un ami qui travaille au port là-bas, donc je voulais aussi conduire les camions. Parce que quand les gens font venir les camions d'Europe, ça passe par le port de Dakar. Les Maliens, quand ils achètent les camions, donc ils ont besoin des chauffeurs pour conduire jusqu'au port, à la frontière. Donc je me suis mis dans cette lancée-là. Donc c'est là-bas que j'ai appris à conduire les camions. J'ai fait 2 fois cette mission-là, comme ça. Dakar, Bamako, frontière Mali. J'ai fait aussi une autre mission vers la Mauritanie, là-bas, avec toujours des camions. Donc c'est là-bas que j'ai appris à conduire les poids lourds. Donc là-bas, au port de Dakar, il y a un gars de l'entreprise où je travaille. J'ai dit à personne, ils ne savaient pas où j'étais. Mais avec mon numéro, on pouvait me localiser. Donc il m'approche, un chauffeur là-bas qui était dans l'entreprise. Il me dit, non, mais toi, vraiment, je t'ai vu la dernière fois, je voulais t'appeler. Je dis, mais comment celui-là a fait pour connaître que je suis ici? Je suis caché ici. Donc pourtant, ce sont les Ukrainiens là qui étaient à ma recherche. Ils voulaient me faire mal parce qu'ils ont su que j'ai quitté l'entreprise, parce que j'ai su qu'ils étaient Ukrainiens, qu'ils n'étaient pas Russes. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai compris ça comme ça, j'ai décidé d'écrire. J'ai écrit un mail à l'ambassade de Russie à Dakar avec les photos, avec tout. J'ai dénoncé ça. J'ai écrit un mail même au ministère des Affaires étrangères en Russie. J'ai envoyé des mails avec des photos, tout ça. Pour leur dire que voilà, il y a des Ukrainiens ici qui usurpent l'identité russe. Et voilà, moi je travaillais pour eux, je ne savais pas. Quand je me suis rendu compte, j'ai décidé d'arrêter. Mais eux, ils sont à ma recherche maintenant pour me faire la peau. Faites très attention. Parce que là, les gens, ils sont très sadiques. Parce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent votre numéro de téléphone, ils vous localisent, ils vous tracent, ils font tout. Donc vraiment, soyez très prudents. Ils utilisent vos proches. Ils vont proposer même 50 000 en Afrique. Si 50 000, on donne 50 000 à quelqu'un là. Lui peut te tuer pour ça. Moi je parle là, j'ai pas peur. Voilà pourquoi je suis venu au cimetière pour faire la vidéo. Pour dire qu'ici là, c'est ici on va reposer tôt ou tard. Donc tous ceux qui pensent qu'ils sont forts pour l'heure là, calmez-vous. Un jour vous serez sous le sol. C'est là-bas que vous allez rendre compte à Dieu. S'il y a une vie ici sur terre là, c'est que après
la vie là, il y a une autre vie encore. Mettez-vous ça dans la tête. C'est pas par hasard que je suis venu ici, au cimetière pour faire la vidéo. Voilà. Donc, les gars ont commencé à me tracer en Dakar. Là. Donc j'étais prudent maintenant. Quand je marche, je regarde derrière, je vois. Je me sentais suivi. Quand tu es suivi là, tu sais. Quand j'explique aux gens, ils disent non, que c'est parce que tu étais vécu sur le choc. Non. Le sixième sens là, Dieu donne des dons à chacun. Il faut connaître les dons que Dieu t'a donné. Moi, c'est dans ces moments-là que j'ai su que Dieu m'avait donné le don. Je sais, quand je tourne ma tête comme ça, je vois les gens qui sont là-bas en train de me fixer. Je vois, après encore, je vais quelque part, je vois le même gars. Ça m'est arrivé à Dakar 2 fois. Je dis, mais ça, c'est pas du jeu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je décide de quitter Dakar pour venir à Bamako. Parce que je sais qu'à Dakar, si ces gars-là, ils m'ont attrapé, ils ne vont pas me faire du mal. Eux ne vont pas me faire du cadeau. Eux ne vont pas venir me faire ça, mais ils vont envoyer des gens. Donc je prends un car de Dakar. Ça c'était le 1er janvier. Parce que je suis allé d'abord au commissariat de Bel Air pour faire une plainte contre X. Pour porter une plainte contre X. Voilà. Le 1er janvier 2025, je prends mon car. Voilà, pour venir. Et dans le cas, les gars m'ont suivi, je vous le jure, sur tout ce que je cherche. Ils m'ont suivi. J'ai pris le cas de Dakar jusqu'à Caille. Ils m'ont suivi, je vous jure, sur tout ce que je cherche dans ma vie. Les gars m'ont suivi. Quand j'ai su que les gars m'ont suivi, dans le cas, il y avait des gens, il y avait un gars qui est venu s'asseoir à côté de moi. À partir de Caille, maintenant, le cas de Caille est venu maintenant à Bamako. Il est venu s'asseoir, avant que le cas d'école est venu s'asseoir à côté de moi. On est arrivé, comme à cause de la situation sécuritaire là-bas, quand on veut décoller, il y a un militaire devant, un militaire derrière dans chaque car. Donc avant de sortir de la ville, il y a au moins 15 cars comme ça qui sont alignés. Donc, nous, c'était l'heure de partir. Mais je vois que le gars n'est plus là. Donc j'appelle, j'alerte que il y a un gars qui était là, il n'est pas là. Il a bougé. Mais le chauffeur n'a pas écouté, paf, il est parti. Dieu merci, on arrive dans un coin là-bas, le car s'est embourbé parce qu'ils sont en train de faire la voie. Là. Donc tout le monde descend du car, le car était incliné, tout le monde est descendu du car à la hâte là. Tout le monde descend du car maintenant. Je m'aperçois, je vois le gars. Mais je me dis, mais c'est pas ce gars là que j'ai crié, que j'ai parlé fort dans le car, qu'il y a quelqu'un qui a disparu, il y a quelqu'un qui a bougé. C'est pas ce gars là. Je dis, mais ça c'est pas clair. Que Dieu m'accompagne. Donc, quand le car a bougé, il y avait 2 dames qui sont venues s'asseoir à côté de moi. 2 dames. Il y avait beaucoup de places, hein. Elles sont 2. Ils étaient assis sur 3 places, mais c'est à côté de moi, elles sont venues s'asseoir. 2 dames comme ça, 2 vieilles. Elles se sont assises 15-30 minutes. Il y a eu sommeil, un sommeil que j'ai jamais eu. J'ai commencé à dormir et c'est dans mon esprit, j'entends Junior, Junior, Junior. Donc j'entends mon nom comme si c'était un rêve, comme on m'appelait. Je me réveille. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé aux dames là, j'ai dit, excusez-moi, je vais sortir. Parce que moi j'étais à la fenêtre, c'était un siège de 3 places. Elles étaient là. Et j'ai remarqué que quand je me suis réveillé, bon, celle qui était au milieu, elle était en train de mettre quelque chose en bas. Elle avait porté une longue robe comme ça. J'ai demandé à sortir. Je suis sorti, je suis allé d'abord derrière le car. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans le car. Le car était peut-être à moitié plein comme ça. Donc, je vais m'asseoir. Il y a une voix qui me dit, va devant. Donc, je vais devant. Au moins 3 sièges après le conducteur, comme ça. Voilà. Donc, le gars maintenant, qui était monté avec moi, que voilà, j'ai signalé avant le départ, et il n'a pas répondu là. Il était assis là. Waouh. Et il n'y avait que des hommes là. Derrière le chauffeur, il y avait 2 personnes. À côté, sur l'autre rangée, là, il y avait 3 personnes. En fait, moi, j'étais à la 3e rangée. Il y avait une dame, 2 dames qui avaient un bébé là devant. Donc, on roule. Les gars, les téléphones sonnent. Principalement le gars dont je parlais. Son téléphone sonne. Il rejette. Ça sonne encore, il rejette. Après, quand ça sonnait la 3e fois, il a décroché, il a parlé rapidement. Doucement comme ça, il a... Bon, moi, au début, bon, moi j'étais très méfiant. Donc je regardais. On avançait. Et ils ont envoyé un débat. Moi, j'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à écouter la musique. Mais je les observais. Ils étaient en train de causer.
Il y avait ceux qui étaient assis juste derrière le chauffeur. Ils avaient l'aspect un peu bizarre. Ils causaient, ils me regardaient, ils causaient. Bon, moi, je ne peux pas me dire que peut-être c'est à cause de moi, ils sont là. Mais moi, je sais que où j'ai quitté Dakar jusqu'à Kai, de Kai maintenant en train d'aller à Bamako là. Donc moi, je me suis dit comme ça que bon, cette situation-là, c'est un peu bizarre. Dès qu'il y a un prochain contrôle là, moi, je vais descendre. Je vais descendre, c'est pas grave. J'ai payé 12 500, je vais payer encore le transport pour partir. Parce que c'est bizarre quoi. L'histoire, c'était un peu flou. Alors, le gars, il ne faisait qu'écrire des messages. Il écrit des messages. Quand on l'appelle, il coupe. Quand son téléphone sonne, quand il coupe, automatiquement, les gars de devant, les téléphones sonnent. Voilà comment ça s'est passé. Hein. Eux aussi ne décrochent pas. Directement, il y a ceux qui sont à ma droite là, les téléphones sonnent. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire ça? D'accord, donc on partait, eux ils causaient, ils essayaient de parler un peu, ils essayaient de causer. Donc bon, moi, je me suis dit dans ma tête que dès que le cas va garer à un contrôle de police ou des forces de l'ordre, moi je vais descendre. Donc, c'est ainsi qu'on arrive, il y a un poste de contrôle avant Djema. Dès qu'on est arrivé là, le chauffeur s'apprêtait à garer et il y a les gars qui étaient là, il dit non, Kanadjo, c'est-à-dire en Bambara, ne t'arrête pas. Mais donc moi je me dis, mais comment des passagers peuvent demander à un chauffeur de ne pas s'arrêter à un poste de police? Donc moi-même ça a consolidé même ma réflexion qui me disait de descendre. Voilà. Donc dès que j'ai vu ça comme ça, je suis descendu par devant, je suis allé directement au poste. Il a dit, chef, excusez-moi, moi vraiment je vais descendre. Parce que dans le cas là, c'est suspect quoi. J'ai expliqué ma situation. Voilà, je suis quitté à Dakar parce que vraiment je travaillais là-bas pour des Russes. C'est pas des Russes, ce sont des Ukrainiens. Donc j'ai expliqué la situation. Et puis pour rappeler, la société là, ça s'appelle Urban Car. C'est situé à Dakar, à Dalifort. Voilà, dans la commune de Dalifort à Dakar. Voilà, en face de la société Bonnet Rouge. Voilà, il y a un nouveau immeuble gris comme ça. Voilà, c'est au deuxième étage. Ils ont mis le logo même de Yango en rouge. Voilà, donc cette société là, ce sont des Ukrainiens. Voilà, les employés sénégalais qu'ils ont pris pour travailler là, c'est des Sénégalais qui ont étudié en Ukraine. Donc ils parlent un peu russe. Voilà. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire qu'ils fassent une vidéo pour démentir ça. Et les patrons, ce sont des Ukrainiens. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être, vous allez voir ça. Vous qui êtes à Dakar, vous pouvez contrôler. En face de la société Bonnet Rouge à Dalifort, il y a une société Urban Car. Et il y a plein de jeunes Sénégalais qui ont travaillé là-bas. Moi, j'étais manager de la flotte. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de jeunes qui se plaignaient. Voilà, que ces gens-là, ils sont pas bien. Voilà, que c'est comme ça, ils veulent faire le partenariat avec l'Afrique, mais regarde, on travaille, ils ne nous payent pas, c'est pas de bonnes personnes. Pourtant, ce sont des Ukrainiens. Ils voulaient discrédibiliser, voilà, la Russie. C'est comme ça. Voilà, donc moi, j'ai vu dans les jeux, et voilà pourquoi ils voulaient me faire la peau. Coûte que coûte. Et ils ne vont pas eux-mêmes faire ça, ils vont passer par mes frères africains pour me faire ça. Donc, j'ai dit au poste, vraiment, j'ai expliqué la situation, qu'on fasse descendre les bagages. Donc, paf. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, je ne continue plus avec ce cas. Donc, ils ont fait descendre les bagages. Le convoyeur me dit, non, il faut rester. Il a dit, mais de rester, comment? C'est moi qui ai payé mon transport. C'est moi qui dis, je ne continue pas. Partez. Donc, le chef a dit, bon, qui vous rembourse la différence? Il a dit, non, chef, ils n'ont qu'à partir. Voilà. C'est un gendarme, c'est un officier, il s'appelle M. Maïga. Je le salue au passage. Et merci pour votre aide. Il va se reconnaître. Donc c'est ainsi qu'il va me mettre dans un autre cas pour partir jusqu'à Djema. Voilà. J'ai payé et arrivé à Djema, on a dormi là. Donc le car qu'on a emprunté, tous les cars devaient garer à Djema là, à cause de la situation sécuritaire, tous les cars garent à Djema. Et à 5 heures, comme ça, on reprend la route. Donc moi j'ai dit au chef qui signale à ses subalternes qui sont devant, pour qu'ils puissent contrôler le car. Donc le car est parti, garé, on est garé ensemble. Moi j'étais venu dans un autre car. Mais je vous assure que les gars là,
ils n'ont pas été contrôlés. Hein. Je ne sais pas, j'ai dit au chef, le chef aussi a dit, il a fait passer le message. Mais les gars n'ont pas été contrôlés. Jusqu'à 4 heures, j'ai dit, j'étais avec même des militaires. Il leur avait expliqué ça. C'était, voilà, les chefs, il leur avait expliqué, M. Maïga. Mais ils n'ont pas contrôlé les gars. Moi, je n'ai pas compris. Mais bref. Donc le cas a décollé. À 4 heures là, paf, ils ont décollé. Mais j'ai dit au chef, j'ai appelé. Mais chef, je vous ai dit qu'il y a le cas là, c'est bizarre. Voilà, chacun contribue aussi il fait de son mieux pour pouvoir alerter. Parce que moi j'ai constaté quelque chose. Voilà, et j'ai voulu, m'a demandé s'ils avaient des armes sur eux. J'ai dit, mais moi je ne peux pas savoir s'ils avaient des armes. Moi je ne sais pas. Donc contrôler le cas là, c'est suspect. Donc maintenant, ils n'ont pas fait ça, hein. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé le cas partir. À 5 h du matin, le même cas là, je me suis entendu avec le chauffeur, j'ai payé le transport, on a pris la route pour Bamako. Donc on est parti, on partait jusqu'à arriver bon je ne me rappelle pas bien, mais on est arrivé devant et j'ai vu le cas, c'était un cas de Diarra Transport, numéro 37. Il est passé, le cas est passé, fuck, directement. J'ai dit au convoyeur là, est-ce que y a un barrage devant encore? Il m'a dit qu'à lui, il ne sait pas. Bon, bref, jusqu'à ce que j'arrive à Bamako, voilà, le 2 janvier. Quand je suis arrivé à Bamako, directement, je suis parti à la police faire la déclaration. Le policier, c'était au 2e arrondissement, voilà. Voilà, au 2e arrondissement de Bamako. Donc le policier m'a dit de partir à la brigade de recherche pour aller signaler ça, que pourquoi ils n'ont pas contrôlé le cas suite à cette alerte là. Bon, moi j'ai dit je ne sais pas. Donc chose que j'ai fait, je suis parti au 2e arrondissement, à la brigade de recherche, j'ai fait ma déposition, tout ça. Et après, quelques jours plus tard, je suis parti au CNCR, ceux qui donnent l'asile, le bureau d'asile, voilà, de Bamako. J'ai expliqué la situation. Donc ils m'ont dit, bon, comme la première fois ça avait été refusé, ils m'ont demandé l'avis, j'ai donné, ils m'ont dit, bon, il faut refaire tout, il faut refaire un récit depuis le début jusqu'au Sénégal, tout ça. Et puis voilà, il y a des gens qu'on est en train de régulariser pour l'asile, on va te mettre dedans. Bon, ok, j'ai dit, j'ai compris. J'ai commencé, j'ai fait quelque chose de 20 pages comme ça. Tout ça, c'est pas écrit. Et après, je remarque encore dans la même ville de Bamako que j'ai un ami qui répare les téléphones, je partais m'asseoir là-bas tout le temps. Régulièrement, il y a des gens qui viennent. Cet ami-là, je lui ai dit de ne pas dire aux gens que moi j'étais en Russie, tout ça. Je vais rester discret. Mais tout le temps, quand les gens viennent, lui, il leur dit que non, ah, ça c'est mon ami, il vient de la Russie. Je lui ai dit, mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas me faire remarquer. Donc, il y a un gars là qui est venu, il me dit qu'il est militaire, tout ça. Donc, mon ami lui avait expliqué que moi j'étais en Russie. Il me posait des questions. Il dit non. J'ai dit à mon ami, il ne faut pas expliquer ça. Je ne veux pas que les gens sachent que voilà, c'est comme ça. Parce que c'est dans une position un peu pas trop cool. Le gars commence à me poser des questions. Parce qu'à mon ami, lui, voilà, je lui ai expliqué. Parce que c'est mon ami, je le connaissais depuis quand j'étais arrivé à Bamako. Donc il commence à m'expliquer, il a expliqué ça au monsieur, le gars maintenant me demande, mais et les Ukrainiens là, c'est comme, il dit, mais tu me poses cette question pourquoi, hein? Et puis tu dis que tu es du corps, tu es de quel corps, tu peux monter ta carte, si tu veux que je t'explique, tu peux monter ta carte. Il dit non, que lui il ne sort pas avec sa carte, non il ne monte pas avec sa carte, il dit mais voilà, menteur. Donc j'ai commencé à me remettre en question, il dit mais ça là, il faut que je me méfie. Parce que là, c'est bizarre, c'est une histoire bizarre. La première fois, il y a un autre gars qui est venu, il dit qu'il travaille au ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères. Et encore mon gars là, mon ami lui explique encore que j'étais en Russie. Pourtant, je lui ai dit de ne pas. Donc, il insistait à faire ça. Je ne sais pas quel était le but, mais il a dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, je suis parti encore à la brigade de recherche. Je l'ai filmé en cachette pour dire, ah, chef, voilà, vu que je suis quitté là-bas dans un mouvement de persécution, c'est pas clair, moi vraiment aidez-moi. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est militaire. Ils m'ont dit que non, ici au Mali tu ne dois pas t'inquiéter. Moi j'ai dit ok, ça c'est vous qui le dites, mais moi je sais ce que je traverse. Donc comme vous dites comme ça, ok, ils m'ont dit non, il faut partir, il n'y a pas de souci.
Donc je suis parti. Après, j'ai vu que si je ne quitte pas là, ce qui va m'arriver, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il faut que je quitte. Non, c'est comme ça. Sinon, j'avais tous les papiers déjà. J'étais rentré d'abord à l'ambassade de Russie pour prendre mon visa. Ma femme m'a fait une invitation, plusieurs invitations, mais que vraiment, je ne suis même pas parti parce que je ne voulais pas prendre le vol. Je me suis dit qu'il ne faut pas, à un aéroport là-bas, ils vont t'accuser de déstabilisation, ils te prennent. Voilà le frère Suleiman Gbagbo connaît ici. Ils ont failli le prendre Manu Militari en Europe. Hein, en Europe, qui dit droit de l'homme. Détrompons-nous. La France n'est pas un état de droit. Voilà. Quand je dis la France, ce n'est pas des autorités françaises. Parce qu'il y a des Français qui sont bons, il y a des Français qui sont bien. Donc les autorités françaises, là, ce sont des dictateurs. C'est eux qui soutiennent les régimes dictatoriaux en Afrique. C'est eux qui leur donnent l'aval pour pouvoir brimer le peuple, massacrer, tuer le peuple, empoisonner les gens. Voilà. Parce que c'est du 2 poids 2 mesures. Quand d'autres le font, ils condamnent. D'autres le font, ils ne condamnent pas. Et pourquoi? Et pourquoi? Donc c'est ainsi que j'ai décidé clandestinement. Mon ami même là, je lui ai rien dit. J'ai rangé mes affaires. J'ai pris mon ticket. Paf! C'était le 18. J'ai quitté Bamako pour Ouaga. J'ai dit mais il faut que je quitte. C'est à Ouagadougou un peu. Je pourrais me sentir en sécurité. Parce que là, c'est pas parce que je n'ai pas été protégé par les autorités. Ils m'ont reçu, m'ont protégé. Je leur ai dit merci pour ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis intérieurs. Oui. Parce que j'ai causé avec beaucoup de personnes au Mali. Ils font semblant d'être avec la transition là, avec le gouvernement, le président de la République. Mais en réalité, ils n'aiment pas. C'est eux qui se plaignent tout le temps. Il n'y a pas de courant, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je leur ai dit, mais depuis 1960 là, on est dans ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Donc calmez-vous. Hein? Les gens ont commencé à travailler. Calmez-vous, ça va aller, ça va changer. Ne vous pressez pas. Donc j'ai remarqué qu'il faut que je quitte là. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis au Burkina Faso. Voilà. Je remercie les autorités maliennes qui m'ont entendu. Ma déposition a été faite là-bas. Je remercie aussi les autorités burkinabées. Et vraiment, que vive l'AES. Je vais interpeller maintenant les personnalités publiques, notamment les artistes, Alpha Blondy, Tikenja. Avant, on vous voyait beaucoup chanter, on vous voyait beaucoup faire des trucs. Mais maintenant, là, c'est maintenant que vous devez parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour le peuple. Vous n'avez pas de parti, votre parti c'est le peuple. Vous chantez les tares de la société, vous dénoncez. Donc dénoncez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les enlèvements. Hein? On enlève des gens, on va les torturer. Hein? Hein? C'est pas normal. Dans un état de droit, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Il y a un DJ là qui parle de Soro là. J'ai oublié son nom. DJ Volcano, voilà. Qui a traversé la pirogue, les gens sont venus le prendre chez lui. Quelqu'un l'a appelé Dieu merci. Mais après là, il est dans leurs mains. Aux dernières nouvelles. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Il y a un autre encore, ils ont pris un avion d'État pour aller le prendre en Mauritanie. Mais dans quoi on est? Dans quoi on est? Le pays, c'est pas pour vous. Si Dieu a permis qu'on naisse là, c'est parce qu'il a trouvé bon que voilà, c'est l'environnement dans lequel on sera épanoui. Donc là, quand les gens parlent, c'est pas forcément, ils ne doivent pas être forcément d'accord avec votre politique ou quoi que ce soit. Donc vraiment, revoyez-vous, parce que je suis venu dans le cimetière spécialement pour vous montrer que vous n'êtes rien aujourd'hui et demain. Nous tous, nous sommes rien. Aujourd'hui, on vit, demain on va mourir. On va parler de nous au passé. Donc, revoyez-vous. Voilà. Ce que vous faites subir aux gens, là, demain, là, si vous font subir ça, là, est-ce que vous pouvez tenir dans ça? Non. Donc, voilà un peu mon histoire, vraiment. Vous avez peur de quelqu'un qui n'a pas la même idéologie que vous. Donc, moi, je remercie les autorités maliennes, je remercie les autorités du Burkina Faso. Voilà. Actuellement, je suis en train de composer, j'ai fait un featuring avec deux rappeurs maliens. On va faire sortir un son, Inch'Allah, au nom de l'AES. Voilà. Que Dieu bénisse tous les panafricains. Voilà. J'étais ici, au cimetière. Je dis que
tous ceux qui sont en train de poursuivre les gens à cause de les partis politiques. Moi-même, en 2022, à Abidjan, un dimanche, c'est pour faire la relation avec les partis politiques. Moi-même, mon idéologie, là, c'est PPACI. Voilà. Parce qu'en 2022, j'étais un dimanche dans la douche, j'ai ouvert le robinet, donc j'ai appuyé fort un peu, pas, c'est cassé. Donc comme c'est cassé, je suis sorti rapidement pour pouvoir aller prendre le numéro d'un plombier pour pouvoir arrêter la fuite. Donc dès que je sors, je vois le numéro d'un plombier là, sur le mur, je demande, on dit voilà le numéro d'un plombier. Qui j'aperçois, Stéphane Kipré, le président Stéphane Kipré. Ah, dès que je l'ai vu, j'étais content. J'ai foncé vers sa voiture en même temps. Il était arrivé à un carrefour. J'ai foncé, j'ai dit, mon boss, président, bonsoir. Je l'ai salué, tout ça. Il a dit vraiment, il y a longtemps, parce que bien avant, il y a des jeunes au quartier là, qui disent qu'ils sont PPACI. Donc moi, je vous laisse adhérer maintenant au PPACI. Et tout ce qu'eux me disaient, non, on va aller ensemble, t'inquiète pas. Mais toujours quand je veux qu'on parte, ils ne sont pas prêts. Donc c'était un peu bizarre. J'ai dit, bon, aujourd'hui là, il y a vu Stéphane Kipré. Donc j'ai pris son numéro. Bon, les gens m'ont vu en train de prendre son numéro. J'ai pris son numéro, il était content. Donc je suis retourné. Donc tout ça là, j'ai oublié de... J'étais sous l'émotion, je ne suis pas habitué à faire des vidéos. Mais j'ai oublié de parler de ça, mais je rajoute ça dans mon témoignage. Donc c'est comme ça. Actuellement ici à Ouagadougou. Voilà. Ici à Ouagadougou, je suis au Burkina Faso. Je ne crains rien. Je suis ivoirien, je suis fier de ce pays-là, de ce peuple-là. C'est un peuple vraiment intègre. Quand tu parles avec les gens, même, tu sens même que c'est des bonnes personnes. Voilà. Vraiment, big up, big up. Tous mes respects au peuple burkinabé. Vous êtes un peuple formidable, vous êtes un peuple super. Voilà. Merci d'avoir accueilli notre frère Babo Koné. Sinon, lui, il allait se faire esclaver, il allait aller se faire torturer. Eux, ils ne savent que faire ça. Torturer, 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 tuer, empoisonner. Mais vous, là, vous n'allez pas rester caillou. Vous n'allez pas rester caillou. Vraiment, je suis choqué que les blancs que vous prenez comme exemple, là, quand vous regardez les élections, il n'y a même pas une paire de gifles là-bas. Mais vous, pendant vos élections, c'est les dictateurs africains là. Toujours, c'est des morts, c'est des morts. On préfère les coups d'État sans mort, sans un mort que vos coups d'État électoraux avec 200 morts, 300 morts. Voilà mon histoire. Mon nom c'est Daddy Tounan Junior. Vraiment, excusez-moi, c'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos comme ça en direct. Donc, je l'ai fait pour laver ma conscience et pour essayer aussi de dire à ceux qui sont dans l'obscurité, qui planifient des faux coups contre nous, de savoir que ils ont échoué. Parce qu'il y a Dieu qui est en haut. Voilà. Il y a Dieu qui nous gêne tous. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et aussi, la semaine passée, quand j'étais à Bamako, il y a un jeune frère là, qui a fait une vidéo qui était à Ouagadougou, au Burkina Faso. Lui qui avait voulu être traqué par le maire de Soubré parce qu'il avait fait une vidéo, tout ça. Donc, si ce frère là, il peut rentrer dans mon inbox, voilà, moi je vais l'héberger, ce jeune frère là. Voilà. S'il est toujours au Burkina, s'il n'a pas encore eu de tuteur ou bien de coin où dormir, qu'il rentre dans mon inbox. En tout cas, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci au peuple burkinabé, merci au peuple nigérien, merci au peuple malien. Voilà, pour le soutien pour l'AES. Voilà. J'ai un son en téléchargement pour l'AES. Un featuring avec 2 rappeurs maliens. Ça va, c'est très bientôt. Ok. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup.